OK, ben on va pouvoir lancer la séance d'information. Bonjour à tous, je suis Benoît Balmana, directeur général d'IVEO. Je suis bien heureux là, de vous accueillir ce matin avec mon ami et confrère outre-Atlantique, directeur général des services de mission Écoterre, Alain Melka, avec qui nous avons co-organisé ce webinaire donc, sur les ressources en eau avec l'intervention du syndicat de l'eau de Dunkerquois. Et avant de reprendre la parole, je vais laisser place à Alain Melka pour quelques mots d'introduction. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom, bien évidemment, de la mission Écoterre, je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un enjeu absolument central pour nos collectivités québécoises et françaises, la ressource en eau et la résilience des territoires. Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des travaux que nous menons pour accompagner les élus et les acteurs locaux face aux défis climatiques, aux tensions croissantes sur les usages et à la nécessaire adaptation de nos infrastructures. L'organisation de ce webinaire est le fruit d'une collaboration exemplaire. En ce sens, je tiens vraiment à remercier Benoît, directeur général d'IVEO. IVEO, notre partenaire de longue date au Québec, dont l'expertise sur l'innovation territoriale et la gestion durable des ressources éclaire nos réflexions. J'y associe Quentin Lemiastre, notre directeur général des services adjoints. Je remercie également, bien évidemment, le syndicat de l'eau du Dunkerquois et plus particulièrement Fabrice Mazzuni, directeur général des services. Fabrice qui va intervenir tout au long de cette rencontre. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je me permets de rappeler que le syndicat de l'eau du Dunkerquois est présidé par Bertrand Ringot. Le syndicat de l'eau est un acteur pionnier, central en matière de gestion intégrée, dont les retours d'expérience sont précieux pour l'ensemble des territoires. Alors cette coopération transatlantique et territoriale illustre parfaitement l'esprit de la mission Écoterre: partager, comparer, innover et mettre en réseau des pratiques qui renforcent durablement nos politiques publiques locales. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Je vous souhaite un webinaire riche, concret, inspirant, et je cède la parole à mon ami Benoît. Merci Alain pour ces mots d'introduction. Donc, vous l'avez compris, donc c'est un webinaire conjoint entre le Québec et la France. Il y a plusieurs collectivités françaises qui sont présentes avec nous, plusieurs municipalités aussi québécoises. Juste avant de laisser la parole à Fabrice, que je remercie moi aussi pour son temps là, et le partage d'expérience qu'il va faire avec nous ce matin. Juste pour vous rappeler un petit peu le contexte de ce webinaire, au mois de juin, avec IVEO, nous avons organisé une grande délégation québécoise dans le cadre du sommet d'innovation municipale qui se tenait à Dunkerque. Et on a rencontré à cette occasion le syndicat de l'eau avec Fabrice. Et je peux vous dire que cette présentation a été sans doute le clou de notre semaine passée dans le Dunkerquois. Et donc, j'avais tout de suite dit à Fabrice, vu la réaction qu'il y avait eu sur place, est-ce que tu serais d'accord pour redonner une séance d'information par webinaire à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre physiquement là, dans cette mission? Puis Fabrice avait accepté volontairement de dire oui, ça m'intéresserait de refaire la présentation à un plus grand nombre. Et donc, on a suivi là cette idée-là. Puis donc, je pense que, comme le disait Alain, vous n'allez pas être déçus de ce que va présenter Fabrice dans quelques minutes, qui touche aussi les enjeux qu'on a au Québec au niveau de la gestion de l'eau. J'avais une petite blague à faire, je vais quand même la faire sur le syndicat de l'eau. Juste vous dire pour nos amis québécois que c'est la régie des eaux, hein, c'est pas le représentant syndical. Donc le syndicat de l'eau, c'est l'équivalent à nos régies des eaux. Donc Fabrice a toute une expertise, vous allez voir, dans la gestion de leur infrastructure d'eau pour toute la région du Dunkerquois. Donc sans plus attendre, Fabrice, je te remercie encore et je te laisse partager ton écran pour entamer la présentation.
Juste vous dire que vous pouvez bien sûr intervenir dans le chat s'il y a des questions. Je pourrai relayer tout ça à Fabrice. Et aussi, il y aura quelques minutes là qui vont entre chaque sujet qui vont pouvoir être mis à profit pour répondre bien sûr à des questions. On veut des interactions dans ce webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions sur des choses particulières là, qui vous intéressent. Fabrice, à toi le micro. Très bien, merci Benoît, merci Alain, merci à IVEO, merci à Ecoter de permettre cet échange. Alors modestement, hein, je vais présenter quelques éléments, quelques sujets, avec notamment première entame pour rappeler qu'effectivement, il y a des réalités qui bouleversent déjà les territoires. Et c'est vrai à travers bien évidemment toute la planète. Nous pouvons rappeler les différents rapports qui se succèdent portés par le GIEC et ce que vous devez vivre en Amérique du Nord est assez similaire avec ce que l'Europe subit avec évidemment ce réchauffement du climat et j'ai construit cette diapositive avec, sur la droite, vous le voyez, un bilan qu'on avait observé à l'entame de la période d'étiage de cette année 2025, avec, comme vous le voyez sur la carte de France, eh bien, un cumul de précipitations largement en déficit sur toute la partie nord, à contrario du pourtour méditerranéen, pour la première partie de cette année 2025, avec un déficit important que nous avons observé sur le département du Nord et le département du Pas-de-Calais. Vous le voyez en bas à droite avec moins 80% de précipitations sur toute cette période de plusieurs mois qui a donc amené les différents services porteurs des compétences de gestion de l'eau, mais aussi les services instructeurs de l'État, qui nous a amené donc à nous poser beaucoup de questions et à se pencher de manière plus fine sur le sujet avec un constat alarmant, avec cette diminution importante et flagrante de l'humidité des sols que nous avons pu observer durant cette année 2025, accompagnant bien évidemment ce réchauffement, cette année sèche que nous avons connue. Alors évidemment, face à ce constat largement partagé que vous connaissez tous, des solutions existent et elles doivent se construire à l'échelle des territoires de manière conjointe avec bien évidemment l'ensemble des acteurs qui composent ce territoire et qui agissent sur la thématique de l'eau. Et nous avons un allié important qu'il ne faut pas oublier, c'est la nature elle-même, avec ses solutions fondées sur la nature que les agences de l'eau du territoire français connaissent bien et qu'elles essayent de défendre et de soutenir. C'est ces solutions fondées sur la nature qui se déploient, qui sont portées par les différents territoires, avec de plus en plus d'intensité, on va dire. C'est un focus majeur sur lequel nous pourrons tout à l'heure échanger et nous attarder. Fort de ce constat, pour le territoire dunkerquois, je rappelle qu'il s'agit donc de la partie nord du territoire national français et que le territoire dunkerquois est composé de la façade maritime du département du Nord, frontalier avec la Belgique au nord-est. Il s'agit d'un territoire construit sur l'eau, un véritable polder, un territoire gagné sur la mer, sillonné par les canaux qui drainent ce territoire et qui apportent les volumes d'eau jusqu'à l'exutoire, à la mer, pour l'hiver évacuer les masses d'eau qui arrivent sur ce polder.
un polder important, c'est le plus important en termes de zones habitées, de polders habités en France. Et particularité, ce territoire, constitué donc de ce polder dunkerquois, ne dispose pas de ressources en eau potable, puisque le sous-sol du territoire dunkerquois est composé des sables du Landénien et donc ne retient pas de ressources souterraines. Les ressources en eau potable sont donc acheminées depuis, vous le voyez, le territoire voisin de l'Audomarois, et nous acheminons sur plus de 40 kilomètres les volumes d'eau nécessaires à ce territoire littoral du Dunkerquois. Nous desservons un peu plus de 220 000 habitants. Le périmètre de compétence du syndicat de l'eau du Dunkerquois comporte 29 communes et porte les compétences eau potable, mais aussi eau industrielle, je vais y venir, DECI, défense extérieure contre l'incendie, assainissement collectif et non connectif, de manière moins étendue, puisque c'est en dehors du périmètre de la communauté urbaine de Dunkerque. Pour donner quelques ordres de grandeur, les prélèvements en eau potable pour alimenter l'ensemble des usagers du périmètre représentent 14 millions de mètres cubes, et ces prélèvements s'opèrent depuis 13 forages qui sont propriété du syndicat et qui se situent donc dans le territoire voisin de l'Audomarois, 40 km au sud, pour permettre de prélever les volumes d'eau potable et les acheminer. Une unité de réalimentation artificielle de cette eau potable a été mise en œuvre sur le site de prélèvement, je vais y venir tout à l'heure. Nous disposons de plus de 1600 km de canalisation, et pour ce qui concerne les volumes d'eau industrielle, il s'agit d'une ressource alternative, d'une seconde ressource, qui permet de prélever dans un canal qui s'appelle le canal de Bourbourg les volumes d'eau destinés aux industriels du site du Grand Port Maritime de Dunkerque. 16 industriels majeurs sont alimentés en eau donc de surface. C'est une eau non potable et cela représente environ 22 millions de mètres cubes d'eau prélevée. Alors, cette évolution climatique qui nous amène à nous pencher sur l'avenir de la ressource en eau, bien évidemment, les territoires la subissent de manière variée. Et pour ce qui concerne le périmètre nord de la France, nous aurons, d'après les prospectives, à peu près les mêmes volumes d'eau en termes de précipitations sur le territoire, mais de manière répartie, de manière complètement différente, avec beaucoup plus de volume d'eau en période hivernale et automnale, et une période d'étiage qui subira moins de précipitations. Donc on le sait, certains territoires disposeront de moins de précipitations et donc moins de ressources à l'avenir, d'autres territoires resteront peut-être à un niveau identique en termes de précipitations sur le territoire, sur le périmètre donné, mais avec une répartition différente, ce qui fait dire que, quoi qu'il en soit, chaque territoire doit expertiser sa situation, sa disponibilité de la ressource et avoir une véritable démarche prospective pour faire en sorte de pallier à ces évolutions que chacun des territoires va observer à l'avenir. Un petit rappel sur, petit explicatif sur l'eau industrielle. Il s'agit donc d'un dispositif alternatif à l'eau potable pour permettre d'alimenter l'ensemble des industriels du périmètre du Grand Port, comme je l'ai dit, mis en place dès les années 70. On a à peu près 63 km de réseau spécifique dédié à cette alimentation, avec un rendement de réseau excellent, puisqu'il est plutôt récent, des années 70 donc, et c'est un service qui permet d'accompagner le développement économique du territoire et qui concourt à répondre à l'ensemble des besoins en eau pour les différents process industriels et pour permettre de manière prospective de pérenniser cette ressource aussi de surface, eh bien, une stratégie d'économie circulaire de l'eau industrielle a été mise en œuvre
J'aurai peut-être l'occasion d'approfondir le sujet en fin d'intervention. Pour ce qui concerne l'eau potable, nous avons des prélèvements donc par le biais de cette ressource dite du Nord Audomarois. C'est une ressource partagée évidemment avec le territoire audomarois et les territoires voisins. Quelques chiffres, on a plus de 9000 hectares de champs captants avec 22 communes sur ce périmètre, des surfaces agricoles bien sûr qui composent ce périmètre plutôt naturel. Les 13 forages dont le CED est propriétaire constituent la seule et unique ressource pour alimenter les usagers du syndicat de Dunkerquois, 14 millions de mètres cubes, comme je l'ai dit, et puis de manière partagée avec nos voisins de la Capso pour 4 forages qui les concernent. Sur ce sujet de l'alimentation en eau potable, sur ce périmètre, on dispose aussi d'une unité de réalimentation artificielle de la nappe, construite à la fin des années 70, pour permettre de sécuriser la ressource et de consolider cette disponibilité, puisque dans les années 70, les perspectives d'évolution de la population pouvait faire craindre à une raréfaction de la ressource, en tous les cas à une inadéquation entre la disponibilité et les besoins futurs des populations. Et on était, en cette fin de XXe siècle, on était aussi dans des prospectives d'augmentation de consommation et le changement de paradigme s'est largement opéré depuis, nous allons y revenir. Mais ce dispositif de réalimentation de la nappe de l'Audomarois utilisé par le syndicat de l'eau du Dunkerquois permet de disposer des volumes d'eau en amont de la période d'étiage en cas de nécessité, c'est-à-dire au cas où la ressource, la nappe souterraine, ne se serait pas rechargée suffisamment de manière naturelle par le biais des précipitations, les pluies dites utiles. Pardon. Alors le fonctionnement du dispositif de recharge de la nappe, il est assez simple. Il y a un prélèvement qui est opéré dans une rivière qui jouxte nos forages, la rivière dite de la Houle. C'est un petit affluent de la rivière principale AA. Il y a un premier tamisage, une première filtration qui est opérée, mais qui est plutôt grossière. Et ces volumes d'eau qui sont prélevés sont ensuite complètement traités par le biais d'une chaîne de traitement habituelle telle qu'on le constate, tel qu'on le connaît au sein de stations d'épuration des eaux, de manière assez classique, avec une étape d'ozonation, puis ensuite une phase de flottation ou de décantation en fonction de la période à laquelle le dispositif est démarré. Nous avons aussi ensuite une filtration sur lit de charbon actif qui permet d'affiner ce traitement. Et puis ces volumes d'eau ayant subi l'ensemble de ces étapes de traitement, eh bien ces volumes d'eau sont réorientés vers un bassin, qu'on nomme le bassin du Brouet, qui est aménagé sur une surface crayeuse et en contact direct avec la nappe de la craie. Un bassin d'un volume de 50 000 mètres cubes qui permet l'infiltration directe des volumes d'eau captés depuis la rivière Houle, donc cette eau de surface, traitée et réinjectée directement dans la nappe avec un temps de retour assez rapide, en quelques jours, voire une semaine ou deux, eh bien, les volumes d'eau atteignent la nappe et permettent de recharger la nappe dite du Nord Audomarois, et cela permet de soutenir la disponibilité de la ressource en eau lorsque, en période d'été, eh bien, on a une nappe qui ne serait pas suffisamment rechargée. Vous le voyez ici sur la représentation des courbes de suivi des piézomètres avec un seuil de vigilance qui permet d'identifier la nécessité ou non de déclencher le dispositif de réalimentation de la nappe. Donc on a par rapport à un piézomètre de référence qu'on appelle le piézomètre Picot, on a un suivi de la nappe
en continu. Donc là, c'est un exemple de l'année dernière. Et le suivi de cette nappe permet donc d'identifier par rapport, vous le voyez en pointillé noir, ce niveau de référence. Si en amont de la période d'étiage, on se retrouve inférieur à ce niveau de référence, eh bien, on passe en vigilance et ensuite le seuil de vigilance, s'il est lui-même atteint, eh bien, on peut envisager le déclenchement de la recharge de la nappe, le déclenchement de cette réalimentation artificielle. On le voit, soutenir la nappe permet parfois d'avoir des volumes qui restent disponibles alors même qu'ils sont largement disponibles en hiver et en automne, et donc permettre une meilleure répartition temporelle des volumes d'eau disponibles. Alors, lorsqu'on se dit cela, ça signifie tout de même que pour un territoire donné, il est évident qu'il faut maîtriser de manière très fine les caractéristiques de la ressource, les caractéristiques de la nappe dans laquelle nous prélevons les volumes nécessaires à l'ensemble des besoins. Et n'oublions pas que ce sont ces besoins de l'ensemble des usagers qui doivent eux-mêmes s'adapter à la disponibilité de la ressource et non l'inverse. Ce n'est pas la ressource naturelle qui s'adapte aux besoins, mais bien les besoins qu'il faut caler pour cette disponibilité de la ressource. Alors, vous le voyez ici, depuis 1982, nous avons la représentation des prélèvements en eau potable, et vous voyez qu'il s'agit d'une courbe en baisse continue, alors certes de manière plus modérée depuis les années 2010, mais tout de même, avec il y a 40 ans maintenant, plus de 19 millions de mètres cubes qui étaient prélevés, et aujourd'hui, moins de 14 millions de mètres cubes. Une évolution des prélèvements qui permet de préserver la ressource en eau, de préserver cette nappe, et de faire en sorte qu'on ne prélève pas plus de volume d'eau que la nappe elle-même aurait pu générer en une année moyenne. Alors, ça a été possible par des actions diverses qu'on va évoquer aussi par la suite, avec notamment un rendement du réseau d'alimentation en eau potable qui a été considérablement amélioré pour atteindre plus de 90% depuis une petite dizaine d'années, avec un engagement très fort sur cette gestion patrimoniale de l'infrastructure de distribution. On pourra en reparler, avec la mise en œuvre d'une tarification éco-solidaire qui a servi de révélateur d'actions de sobriété et des engagements de la part des différents usagers, qu'ils soient domestiques, collectivités ou professionnels, avec aujourd'hui cette sensibilisation de la population qui a été largement menée et qui fait qu'on constate une consommation moyenne par an et par foyer inférieure à 70 mètres cubes. Et ce qui permet, vous le voyez, vous le constatez sur ce graphe, un usage, une mise en œuvre du dispositif de réalimentation, aujourd'hui très limité. Nous avons eu à mettre en œuvre ce dispositif en 2019, et avant 2019 ou après, on voit quelques histogrammes, mais qui ne représentent que la mise en service pour entretien, pour maintenir la fonctionnalité de l'ensemble du dispositif. Bref, un prélèvement extrêmement limité. Pour bien identifier la ressource, pour connaître la capacité de la ressource et ne pas prélever plus que la capacité elle-même peut permettre pour ne pas dégrader la nappe, eh bien, le syndicat de l'eau carquois, dès 2012, a élaboré une modélisation par le biais d'un modèle mathématique, une modélisation complète de la nappe pour en identifier
les volumes disponibles et le mode de régénération de cette nappe dans sa globalité. Ça a été permis par le biais de la prise en compte de nombreux paramètres de suivi environnementaux qui étaient disponibles par le biais de stations météo, de mesures des différents cours d'eau, débit, niveau, etc. Et ceci depuis plusieurs décennies. L'agglomération de l'ensemble de ces informations, et c'est là que la collecte des données a son importance, l'agglomération de ces informations a permis de constituer ce modèle mathématique. Nous étions en 2012. Si nous devions aujourd'hui réaliser ce type de modélisation, nous fonctionnerions avec l'appui de l'intelligence artificielle pour agglomérer ces masses de données, puisque à l'époque, le modèle mathématique qui a été mis en œuvre nécessitait plusieurs jours, ou plus d'une semaine de calcul pour pouvoir disposer de cette illustration, de cette capacité de modélisation. Nous avons pu mettre à jour ce modèle en 2020, mais toujours sous forme mathématique, et définir les volumes prélevables sur le bassin pour permettre, dans le cadre de la commission locale de l'eau, portée par le SAGE de l'Audomarois, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Audomarois, et bien pour permettre d'inscrire les volumes maximum que l'on se fixait en termes de prélèvement. Et donc, ils ont été fixés à un volume maximum inférieur à la capacité de la nappe qui a été évaluée en intégrant, j'ai oublié de le dire, en intégrant les caractéristiques d'évolution climatique pour faire en sorte que on tienne compte des modifications d'évolution de cette nappe. Et nous en avons défini un volume prélevable autorisé à hauteur de 18,5 millions de mètres cubes versus 22 millions de mètres cubes en termes de capacité identifiée, c'est-à-dire c'est la capacité, c'est le volume maximum en deçà duquel la nappe n'est pas impactée dans son fonctionnement et dans sa régénération cyclique. La démarche de protection de la ressource a été mise en œuvre aussi par le syndicat de l'eau du Dunkerquois pour se focaliser sur le sujet de la qualité, puisque on a parlé de la gestion quantitative. La gestion qualitative a son importance, bien évidemment, puisqu'il faut préserver les caractéristiques de cette ressource pour en permettre l'ensemble des usages, et notamment les usages en termes de consommation humaine. On voit de plus en plus apparaître, parce qu'on les recherche, grâce à des technologies de plus en plus évoluées, on voit apparaître différentes molécules, par exemple des molécules métabolites de pesticides issues de la dégradation de quelques pesticides. On voit aussi l'évolution de pression, de pollution liée à l'activité humaine, et donc préserver le périmètre de captage est majeur. Et depuis 2022, grâce au soutien de l'Agence de l'eau Artois-Picardie, une politique de protection de la ressource en eau a été mise en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat d'action pour la ressource en eau. Il s'agit d'un contrat pluriannuel, 3 et 6 ans, avec donc un bilan in fine au bout de 6 ans pour identifier la poursuite des éléments. C'est un contrat qui fixe des objectifs ambitieux de baisse des pressions polluantes. L'amélioration de cette qualité, bien évidemment, est visée avec des dispositifs et des outils bien précis. On va en parler à la suite. Le suivi de l'activité humaine est majeur, et on développe des outils de référence pour, bien évidemment, avoir pour permettre la mise en œuvre d'actions de remédiation, des actions curatives sur le secteur. Alors, le CAR,
a été construit en partenariat, bien évidemment, avec les collectivités du territoire sur lesquelles nous prélevons la ressource. Il s'agit d'une véritable démarche concertée avec un diagnostic initial, c'est-à-dire le diagnostic territorial multipression, la définition de la totalité des activités humaines qui peuvent générer une pollution des intrants sur le champ captant. Donc ce diagnostic, une fois mis à jour, permet de définir des objectifs précis à intégrer dans le contrat d'action pour la ressource en eau, et ensuite on construit tout simplement un plan d'action. Mais il est important d'avoir un véritable dialogue territorial pour rassembler la totalité des acteurs du territoire et de manière concertée construire ce plan d'action dans des proportions et avec des ambitions définies, réalistes, mais permettant tout de même d'avoir, in fine, un impact, bien évidemment, sur la qualité de la ressource. Il est important d'avoir cet équilibre entre les objectifs liés à l'amélioration de la ressource en termes de qualité et la réalité des pratiques, la réalité économique de terrain. On le voit, les sujets liés au plan d'action sont les sujets classiques que vous connaissez certainement, l'assainissement non collectif à opérer, à suivre en termes de conformité, l'assainissement collectif à développer, les pollutions routières que l'on peut observer sur l'ensemble du territoire, avec bien sûr le rôle de l'ensemble des acteurs, les communes, les activités industrielles présentes ou non sur le périmètre, le monde agricole avec les pratiques de fertilisation, les usages de produits phytosanitaires, on en a parlé, etc. Et il est important pour tout cela de soutenir les acteurs avec lesquels on aura à travailler et à qui on s'adressera pour demander des efforts en termes de modification de pratiques, pour limiter les intrants et limiter l'impact sur la ressource. Et c'est notamment dans ce cadre que l'on peut mettre en place des paiements pour services environnementaux auprès des exploitants agricoles pour soutenir leur changement de pratique et valoriser le gain environnemental de ces pratiques. Quelques illustrations des temps participatifs que cela a nécessité pour la mise en place de ce contrat d'action pour la ressource en eau, ce volet dialogue territorial que nous évoquions, avec un temps informatif pour acculturer l'ensemble des contributeurs, un temps de mobilisation pour partager cette valeur commune qui est la ressource en eau et qu'il faut préserver, et un temps de partage pour la construction véritablement collective de ce contrat, un contrat réalisé uniquement porté par la collectivité et défini en termes de fiche action uniquement par la collectivité aura bien évidemment assez peu de chances d'être partagé. Les acteurs du territoire ne se l'approprieront pas ou peu, et on peut douter des résultats ainsi obtenus. Donc il est important d'avoir cette démarche véritablement partagée, et vous le voyez, qui a nécessité plusieurs temps de partage avec des groupes techniques spécifiques. Et là, en l'occurrence, l'illustration d'un groupe technique agricole avec une vingtaine d'agriculteurs qui ont pu participer à ce groupe et générer des fiches actions qui sont basées sur 7 thèmes majeurs: l'optimisation des couverts végétaux, la réalisation de campagnes pour identifier les reliquats et l'analyse des matières organiques, l'ajustement des usages de produits phytosanitaires et des apports d'azote, bref, un certain nombre de dispositions qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Ces différentes fiches sont ensuite pleinement partagées avec les autorités, avec l'agence de l'eau Arto Picardie qui soutient la démarche. Et nous avons des points cycliques qui sont réalisés pour vérifier si les critères à atteindre sont
parfaitement respecté. Je dirais que ce contrat d'action pour la ressource en eau est un des points majeurs pour l'avenir de la préservation de la qualité de la ressource, surtout à l'heure où on entend beaucoup parler de ces sujets qualité avec, je le disais, ces métabolites de pesticides qui apparaissent parce que les techniques permettent d'aller chercher plus de molécules et d'identifier plus de molécules. Et on parle beaucoup aussi des PFAS, une famille de polluants très vaste qu'il faut essayer d'aller identifier par des analyses spécifiques, bien évidemment, mais et qu'il faut en parallèle limiter, voire supprimer dans les usages sur le périmètre du champ captant. Donc ce contrat est en cours, il commence à porter ses fruits et pour l'anecdote, nous avons intégré l'ONG Greenworth, que vous connaissez peut-être, qui intervient en partenariat avec le syndicat de l'Île-à-Kerquois au regard des différentes expertises nécessaires in situ. Et nous avons un dialogue très constructif avec le monde agricole sur ce sujet de la préservation qualitative. Je voudrais maintenant évoquer un volet majeur qui a été mis en œuvre par le syndicat de l'Île-à-Kerquois dès l'année 2012. Il s'agit de la tarification écosolidaire qui concerne l'ensemble des usagers domestiques de notre territoire. Cette tarification écosolidaire a été pensée en 2012 pour pousser l'ensemble, enfin, les différents acteurs du territoire, et là, ça s'est focalisé sur les acteurs, sur les usagers domestiques, pour pousser les différents acteurs à intégrer la sobriété. Et donc, cette tarification écosolidaire concerne les usagers qui disposent tous aujourd'hui de compteurs télérelevés et de compteurs individualisés. Il est important, en amont de la mise en œuvre d'une tarification qui se veut écologique, puisque progressive, et solidaire, puisqu'elle intègre un volet de prise en compte de la situation des ménages en situation de précarité. On le voit en amont de la mise en œuvre du dispositif, il faut bien maîtriser les modes de consommation, bien maîtriser les différentes compositions et caractéristiques des usagers, maîtriser les variations de ces consommations, bref, connaître les spécificités du territoire et les typologies d'usagers. Il s'agit de la construction d'une démarche collective pour faire en sorte que les usagers, les habitants s'impliquent sur la sobriété, sur une consommation maîtrisée de la ressource en eau. Alors, en quoi cela consiste? Eh bien, il s'agit d'un dispositif qui fait que pour une consommation de 0 à 80 mètres cubes, vous vous situez dans un volume d'eau, de consommation dite d'eau essentielle, avec un certain tarif, 1,28 € du mètre cube aujourd'hui. De 80 mètres cubes à 200 mètres cubes, vous vous situez dans une consommation d'eau dite utile, et au-delà de 200 mètres cubes, vous vous situez sur un volume d'eau dit de confort. Vous le voyez, les tarifs sont progressifs de 1,28 € à 3,10 €, suivant ces tranches de consommation. À noter que ce tarif ne concerne donc que les habitants et non les professionnels qui, eux, disposent toujours d'un tarif fixe, mais c'est une question posée. Peut-être ne faut-il pas s'interdire d'avoir une progressivité aussi pour le tissu professionnel. Ce tarif progressif est efficace parce que il dispose d'une part fixe relativement faible, 22 € par an et par foyer,
Cela signifie que c'est bien la consommation de l'ensemble, enfin, des foyers qui génère le plus gros de la facture. Les compteurs sont individualisés. Dans un premier temps, nous voulions aussi intégrer une variation en fonction du nombre de personnes dans les familles, au sein des foyers. Mais ça n'a pas été possible puisque nous ne disposions pas de l'information de la composition des foyers. Il nous fallait pour cela l'information de la caisse d'allocation familiale qui avait refusé de conventionner pour raison de confidentialité des données. Et donc, dans un premier temps, en 2012, a été mis en place un chèque eau et les familles devaient venir chercher ce chèque eau pour pouvoir en bénéficier, simplement dans le cadre d'une démarche volontaire qui se veut volontaire. Eh bien, on s'aperçoit que le dispositif est peu efficace et peu utilisé. Et donc, ce chèque eau a été abandonné en 2018 avec l'espoir de pouvoir disposer d'une convention avec la caisse d'allocation familiale et enfin pouvoir moduler ce tarif en fonction du nombre de personnes. Ça n'a pas été possible jusqu'à présent, mais nous venons de signer une convention en 2025 qui nous permet maintenant de disposer de l'information et nous sommes en construction d'une modulation complémentaire et peut-être par exemple une modification des seuils. Si on est une famille composée de 3 personnes, le volume d'eau essentiel le moins cher varie donc jusqu'à 80 mètres cubes, mais peut-être que si on est une famille composée de 6 personnes, eh bien, ce seuil sera fixé peut-être à 100 ou 120 mètres cubes. Voilà, les réflexions sont en cours. Et il est important de préciser, que la première tranche d'eau dite essentielle dispose d'un tarif dévolu aux foyers qui bénéficient de la CSS, complémentaire santé solidaire. Bref, les foyers en situation de précarité qui sont identifiés parce qu'elles bénéficient d'un appui, d'une aide, eh bien, ces familles disposent d'un tarif spécifique à 50 centimes par mètre cube pour leur permettre donc de disposer de cette eau essentielle à un montant moins onéreux. Et à contrario avec la caisse d'allocation familiale, nous avons pu conventionner avec la caisse primaire d'assurance maladie qui gère ce dispositif de complémentaire santé solidaire et qui nous permet d'identifier les foyers, les familles en situation difficile, fragile, et de leur faire bénéficier de manière automatique par un échange de définition d'usager, et bien leur faire bénéficier de ce tarif préférentiel. Cette tarification éco-solidaire, c'est le fruit d'un travail de connaissance des modes de consommation, de développement de l'individualisation des compteurs, de généralisation de la télérelève pour permettre à chaque usager d'identifier sa consommation et de la moduler en fonction de ses besoins et d'optimiser ainsi sa facture. Et donc il s'agit d'une démarche collective qui a été largement partagée avec un plan de communication intense qui a été mené sur plusieurs années pour exposer le sujet. Il s'agit d'agir sur les habitudes de consommation. Il a fallu expliquer la facture d'eau et pour ceux qui sont en France, eh bien, vous savez comment la facture d'eau est difficile à comprendre pour nos administrés. La démarche a été donc largement accompagnée pour expliquer les tenants et les aboutissants, cette valeur partagée qui est la ressource en eau, la gouvernance partagée avec bon nombre de réunions avant la mise en œuvre du dispositif, partagée avec différents représentants des réunions publiques, etc.
avec l'exemplarité, puisque la collectivité que nous sommes se doit d'exemplaires avant de se tourner vers ses usagers pour leur demander de faire des efforts de sobriété. Et donc l'exemplarité pour le syndicat, eh ben, ça passe par le rendement des réseaux supérieur à 90% avec ces engagements d'investissement, ça passe par la limitation des fuites, donc ça passe par le déploiement des outils de télérelève au bénéfice des usagers, etc. Bref, un certain nombre de préalables qui sont à remplir, qui sont à respecter avant de mettre en place un tel dispositif, mais qui a véritablement porté ses fruits puisque en une quinzaine d'années, eh bien, nous sommes passés à 85 mètres cubes par an et par foyer à, je l'ai dit, moins de 70 aujourd'hui, et très exactement 65 mètres cubes par an et par foyer en 2024. Donc vous le voyez, une évolution des comportements, pas uniquement due à ce sujet de la facture, c'est un ensemble, c'est ce sujet de la facturation, de la tarification, couplé à la communication permanente pour orienter les habitants vers les éco-gestes, vers la sobriété. C'est cet ensemble qui permet de tendre ensuite vers la sobriété et l'optimisation de leur consommation. Je vais faire un peu plus vite puisque j'ai encore quelques sujets à partager. La prévention des infrastructures souterraines. On passe maintenant à un autre sujet qui est la préoccupation de cette gestion patrimoniale, la préservation de l'infrastructure de distribution de l'eau. On vient d'en parler, ça fait partie des éléments sur lesquels la collectivité en compétence se doit d'être exemplaire. Donc évidemment agir sur les fuites, sur ces pertes en eau qui représente un véritable gaspillage de la ressource, et donc on doit tendre vers le 100%, même si ce 100% est quasiment inatteignable, mais c'est un objectif que l'on doit avoir en tête que de grappiller des pourcentages au gré de chacune de nos actions et en particulier nos actions d'investissement. Gérer la pression permet sur certains secteurs d'avoir moins de fuites, moins de tensions sur les réseaux et donc moins de fuites. Identifier et rechercher les fuites pour pouvoir intervenir rapidement et les réparer, évidemment, cela permet de réduire ces pertes en eau. Ça passe aussi par une gestion patrimoniale optimisée en ayant une connaissance extrêmement fine de la totalité du patrimoine, avec la connaissance des matériaux utilisés, des années de pause, du niveau de vieillissement des infrastructures, des canalisations, mettre en place un véritable programme pensé, optimisé de renouvellement des canalisations. Et pour cela, il y a beaucoup d'outils, des outils d'inspection, des outils de scrutation des réseaux et des outils d'aide à la décision. Rapidité, intervention, gestion des pressions, gestion recherche des fuites et gestion patrimoniale, nous avons là les 4 axes qu'il faut mettre en pratique le plus efficacement possible, avec les moyens qui sont nécessaires, avec des investissements certes qui peuvent être importants suivant l'état initial des canalisations, mais un investissement qui peut se programmer sur le moyen terme et permettre donc de grappiller ces niveaux de rendement. On a les indicateurs de performance là affichés depuis 2018. On a ces réductions et les volumes de pertes qui sont en constante diminution. Les résultats se constatent assez rapidement dès lors que les différents dispositifs sont mis en œuvre. Dès la première année, vous pouvez avoir
une évolution spectaculaire des pertes en agissant sur les points de fragilité les plus importants. Différentes actions peuvent être opérées. La sectorisation tout d'abord, il s'agit sur un réseau que vous voyez sur la droite qui est schématisé, eh bien d'identifier différents secteurs, en gros des quartiers de distribution, avec des débitmètres et un suivi de la distribution plus fin pour essayer d'identifier le secteur qui peut être concerné par des variations de consommation, pardon, de débit, ou qui, par rapport aux consommations des usagers en présence, eh bien, représente un passage de volume d'eau en incohérence, et donc qui peut permettre d'identifier la présence de fuite. Analyse des débits par facteur, analyse des débits nocturnes, puisque lorsque les usages sont censés être moindres, voire inexistants, si on est sur du résidentiel, eh bien, la présence évidemment de débits nocturnes, vous le savez, traduit la présence de fuite. Identifier par analyse comparative, comme je le disais, les consommations et les volumes qui transitent. Et ensuite, on enclenche, bien évidemment, la campagne de recherche de fuite sur le secteur concerné, si cela est nécessaire. Ça nécessite tout de même d'entretenir, bien sûr d'investir pour poser les débitmètres de secteur et ensuite de les entretenir. Et quand on dit débitmètre, compteur, vannes, c'est un certain nombre d'organes hydrauliques, certes onéreux, mais dont l'investissement peut être rentable au bout de quelques années ou en fonction des volumes préservés. Pardon. Donc voilà, quelques exemples d'outils qui accompagnent la sectorisation avec bien évidemment l'outil d'analyse numérique du sujet, la priorisation des secteurs et la prélocalisation que j'évoquais qui permet donc plus finement d'identifier les rues concernées par des tronçons fuyards. Nous disposons de 140 prélocalisateurs qui sont déployés sur tout le territoire et ce logiciel qui s'appelle Aquadvance qui permet de centraliser l'ensemble des informations en temps réel. La corrélation et l'écoute, évidemment, on localise des fuites en écoutant le bruit qu'émettent ces fuites et donc ça peut se réaliser par le biais de sonars fixes que vous visualisez sur le petit schéma sur le haut là, et puis aussi par le biais de sonars mobiles avec cette fois des intervenants qui arpentent la canalisation pour identifier au mieux la position exacte de la fuite qui aura été identifiée par un bruit anormal. Des outils que vous connaissez, pardon, très certainement si vous utilisez déjà les différents outils de recherche de fuite. Et nous avons aussi l'innovation qui est au cœur de cette recherche de fuite, au cœur de l'évolution des pratiques pour préserver les réseaux. J'ai mis quelques exemples d'outils avec un outil Flowrider qui est un outil d'inspection mais qui est assez simple, assez basique pour des réseaux qui sont hors d'activité. Le système Nautilus, qui est une sphère qui permet, en transitant dans une canalisation, de capter un certain nombre d'informations. Et puis le robot Aquarobotics, un peu plus récent, un robot autonome qui circule dans les canalisations en eau, en service, et c'est là tout son intérêt, et qui mesure plusieurs paramètres avec un véritable géoréférencement, avec une vidéo ou une photographie de très haute qualité, et qui permet de mesurer aussi l'épaisseur résiduelle de la canalisation.
Alors, justement, puisqu'on achemine les volumes d'eau depuis 40 km au sud, depuis nos forages jusqu'au littoral dunkerquois, eh bien, nous disposons de plus de 200 km de réseaux structurants majeurs, stratégiques pour cet acheminement. Il faut à tout prix en préserver la qualité. On subit quelques casses, vous le voyez là, un exemple sur cette photographie. Et donc, évidemment, mettre en œuvre un maximum de solutions pour identifier en amont les fragilités de localisation, c'est majeur. Et l'outil Aquarobotics est le fruit d'une collaboration de quelques années avec la start-up Aquarobotics. Et on a pu mettre en œuvre ce dispositif sur notre parc de canalisation. Il s'agit d'une première solution robot autonome pour donc un réseau en eau avec des, euh, des captations d'informations multiples et très poussées. Dès 2021, on avait travaillé avec la startup Aquarobotics pour suivre ce projet innovant et on l'a testé la première fois en situation réelle à Dunkerque en 2024 sur une canalisation de diamètre 250. Et donc, sur 500 mètres, sur cette canalisation en eau, nous avons pu observer l'état de manière extrêmement précise et fine pour en évaluer l'épaisseur résiduelle, l'état intérieur, identifier s'il y avait des fuites et avoir une géolocalisation. Rappelons que la géolocalisation de classe A, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres près, eh bien cette géolocalisation est aujourd'hui réglementairement imposée en France. Et donc, cet outil peut permettre aussi de contribuer à cette géolocalisation de classe A que tous les opérateurs doivent porter. Donc voilà, cette mission autonome dans les canalisations sur le Dunkerquois, c'était une première mondiale et j'ai prévu voilà, de vous passer cette petite vidéo si voilà. Voilà ce que je pouvais vous présenter rapidement, hein, c'est véritablement en survol, mais en synthèse sur les différents dispositifs. C'est
l'objectif est de préciser que les outils évoluent très rapidement sur ces outils de suivi des canalisations, permettant aujourd'hui de collecter de la donnée en masse, analysée aujourd'hui par l'intelligence artificielle, c'est le cas pour ce dispositif Aquarobotics, et d'en déterminer des conclusions beaucoup plus fines et plus rapides, et donc ainsi une aide à la décision majeure pour le renouvellement et les interventions sur les canalisations. Voilà, des éléments clés pour la maintenance et la gestion patrimoniale permettant de préserver la ressource, de limiter les fuites. Et demain, on peut imaginer que nos réseaux seront équipés de robots sentinelles qui eux-mêmes parcourront les canalisations en service et qui pourront alerter dès lors qu'une situation anormale sera observée. Voilà ce que je peux Merci. ce que je pouvais vous dire. Merci, Voilà. merci Fabrice, vraiment intéressant. Donc, je sais qu'on arrive officiellement à la fin du temps, mais si des gens, bien sûr, ont quelques minutes et des questions, on peut en prendre. Là, je peux bien sûr ouvrir les micros s'il y a besoin ou dans le chat. Sinon, j'ai pas mentionné tantôt, mais vous l'avez peut-être remarqué que c'était enregistré cette séance. Elle sera rendue disponible à la fois à travers Mission Écoterre pour nos collectivités françaises et puis à travers IVEO là, pour les municipalités du Québec. Donc, vous pourrez aussi revoir tout ça, puis contacter Fabrice aussi pour certaines précisions. Est-ce que dans les gens qui sont encore ici, il y aurait des questions, des commentaires sur un des trois sujets, la nappe, la tarification ou la détection des fuites dans les infrastructures? On va laisser quelques minutes aux gens pour voir si il y a des questions, des commentaires. Ils sont sages, ils sont très sages. Ils sont très, très, très sages. Ah ben tiens, voilà. Alors attends, je vais y aller avec Nicolas. Je vais t'ouvrir le micro. Tu devrais être capable d'ouvrir ton micro, Nicolas. Je peux même mettre... Oui, et ça devrait fonctionner avec un peu de chance. Oui, on Oui, t'entend. donc, bon matin du côté du Québec. J'imagine qu'en France, on n'est pas nécessairement à la même heure. Puis je vois que la seconde personne qui va s'adresser à nous est de Mont-Blanc. J'habite je suis en ce moment à Mont-Blanc, mais Mont-Blanc, Québec. Donc, et de la MRC des Laurentides. Ma question est concernant la tarification au niveau de l'eau. Au Québec, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans le contexte régional. On a toujours eu l'habitude de dire que de l'eau, ça tombe du ciel et donc il y en a à l'infini. Et on commence à se rendre compte avec les changements climatiques. Là, je suis dans un contexte de montagne et donc au niveau de la fonte des neiges et aussi au niveau autant de la nappe que des périodes d'étiage, là, ça commence à être plus difficile. Est-ce qu'il y a quand même des dangers ou des écueils à éviter au niveau de, par exemple, les ménages à plus faible revenu, par exemple, certains usages industriels qui consomment énormément? On est dans un contexte aussi où les stations de ski, le golf, plusieurs activités consomment énormément d'eau et on se demande beaucoup de choses au niveau de l'équité finalement là, dans le partage de la ressource, mais aussi au niveau de la tarification de la ressource. Alors, c'est un sujet important, alors certes assez clivant et un véritable sujet de société, mais on peut se dire que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, et ce qui n'a pas de valeur ne nécessite pas d'effort de préservation. Et donc c'est un peu ce concept qui nécessite de structurer un tarif, une tarification dédiée au sujet de l'eau. Et donc la tarification éco-solidaire, elle a le volet environnemental parce que plus on consomme, plus c'est onéreux et donc on souhaite moins consommer pour préserver sa facture, pour la limiter, et solidaire parce que dans cette première tranche, tous les foyers de manière systématique et automatique en situation de fragilité, donc par le biais d'un critère à définir, mais pour nous, c'était le critère bénéfice de la CSS, complémentaire santé solidaire,
octroyés par la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, pardon. Et donc, dès lors qu'un foyer dispose de cette aide, eh bien, il est considéré comme en situation de fragilité et donc il dispose de manière automatique du tarif préférentiel, du tarif le moins cher, du tarif préférentiel, y compris dans cette première tranche qui est elle-même la moins élevée pour tous, hein. Et donc, cette première tranche, c'est 1,38 € et pour les bénéficiaires de la CSS, c'est 50 centimes. Voilà. Et ensuite, vous avez raison, il faut le volet équité, il faut intégrer ce volet équité, c'est-à-dire, comme je l'évoquais, faire en sorte que les familles qui sont composées de 2 personnes ou alors les familles qui sont composées de 2 plus 6 enfants, de 8, eh bien, ne soient pas considérées comme au même niveau. Et donc, faire en sorte que le seuil soit différent ou en tous les cas qu'ils puissent avoir un soutien, un tarif différencié. Et donc, ce volet-là n'était pas encore intégré. Il l'avait été par le biais d'un chèque eau qu'il fallait aller chercher, pour lequel il fallait apporter la preuve de la composition de son foyer. Et donc, c'était important de pouvoir intégrer ce dispositif de manière automatique. Ce sera bientôt le cas, mais le volet équité, vous avez raison, il est important. Et une fois qu'on rassemble le volet solidarité pour montrer qu'on prend en considération les situations de fragilité et le volet équité pour montrer que on tient compte de la situation de chacun en termes de composition familiale, eh bien, on a un ensemble qui permet d'être cohérent et qui permet d'être mieux accepté par l'ensemble des usagers. On n'a pas eu de report ou de critique entre les différentes catégories d'usagers, hein. Les habitants ne se sont pas focalisés sur les professionnels qui, eux, ont conservé un tarif fixe et vice-versa. Mais vous l'aurez compris, la structuration tarifaire peut différer d'un territoire à un autre suivant les objectifs définis par ce territoire. On peut par exemple observer en France des tarifs variés, différenciés en période estivale par rapport au reste de l'année, par exemple pour les territoires qui connaissent un afflux de personnes, de touristes durant l'été. Et pour faire face à des charges complémentaires qu'elles connaissent durant l'été. Voilà. Voilà, ça fait partie des... Merci Fabrice. Merci. Marius, donc dans le même coin, ton micro et normalement tu es capable de l'ouvrir. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, c'était plutôt je me posais la question par rapport au robot puis la façon que vous détectez les fuites. J'imagine que c'est quand même des robots qui coûtent assez cher, c'est pas donné à toutes les municipalités. Puis je voulais savoir, étant donné que, disons, oui, la ressource au Québec en eau potable est peut-être beaucoup plus facile à aller chercher qu'ailleurs dans le monde, mais je voulais savoir comment sensibiliser les conseillers puis les responsables pour investir plus dans la recherche de fuites et éviter qu'il y ait un gaspillage. Puis comment justifier le coût, disons, pour une fuite qui pourrait coûter quelques milliers de dollars durant l'année par rapport à un robot qui peut coûter peut-être dans les dizaines de milliers de dollars. Alors, je ne l'ai pas évoqué, c'est vrai, vous avez raison, mais en fait, les investigations des réseaux par le biais de ces outils innovants, ce sont des investigations opérées par des prestataires de services. Le syndicat de l'eau du Dunkerquois n'achète pas ces dispositifs techniques. On en dispose par le biais de commandes de prestations, c'est-à-dire qu'on commande à un prestataire qui possède ces techniques, on commande l'investigation, la surveillance de tronçons de réseau. Et donc, en mettant en concurrence, en demandant des devis pour ce type de prestations, on est amené à identifier les technologies que l'on souhaite. Alors, le cas de Aquarobotics c'est un cas un peu particulier puisque nous avions une convention avec la start-up qui s'appelle Aquarobotics pour le développement, pour les aider à développer ce dispositif. Ils ont recherché ils ont mis un certain temps à obtenir un certain nombre de financements et le territoire dunkerquois les a suivis pour
pour leur permettre de développer leur outil. Et donc, on a partagé des informations, des orientations, des données, et on a mis en œuvre les phase tests in situ. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut évoquer plus finement ce dispositif Aquarobotics. Mais aujourd'hui, Aquarobotics propose ces prestations d'investigation, j'allais dire, au mètre linéaire de canalisation investiguée, si vous voulez. Hein. Et c'est vrai que lorsque l'eau n'a pas de valeur ou qu'une valeur très faible, on peut se poser cette question de la nécessité d'investir pour identifier les fuites, puis ensuite intervenir sur le réseau pour réparer ces pertes d'eau, éviter ces pertes d'eau. Mais en fait, c'est un véritable tournant, c'est un changement de paradigme qu'il faut opérer. Ce n'est pas parce que la ressource est disponible qu'elle le sera toujours, et ce n'est pas parce qu'elle est disponible qu'elle n'a pas de valeur ou qu'on peut se permettre de la gaspiller. Et donc c'est un changement d'état d'esprit, et pour certains territoires, enfin en tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est majeur d'anticiper cette évolution de mentalité, ce changement de paradigme, et de ne pas se retrouver acculé pied au mur lorsque les contraintes seront subies parce que telle ou telle source se raréfiera, ou que tel dispositif sera moins efficace que par le passé. Et donc l'idée, c'est véritablement de mettre en mouvement un territoire donné sur la thématique de l'eau pour cette nouvelle prise de conscience, en intégrant ces différents dispositifs, ces différentes dynamiques, peut-être sans avoir dans l'immédiat une masse d'investissement démesurée, mais en initiant le sujet. Parfait, merci. Merci Marius et Fabrice. Il y a une petite question dans le chat, peut-être pour conclure, très pragmatique sur la tarification encore, Fabrice, là, sur comment vous avez pris en compte les parents séparés en garde alternée. Est-ce que c'est bon, c'est une petite question dans le chat pour sans doute conclure. Question judicieuse qui nous pose encore quelques problématiques, puisqu'en fait, on vient de valider un conventionnement en 2025 avec la Caisse d'allocation familiale, donc c'est tout frais. On est en train de construire cette structuration tarifaire qui sera mise en œuvre et qui va donc intégrer le volet équité, mais on se heurte à ce sujet, effectivement. Une semaine sur deux, des familles peuvent se retrouver à 2 ou à 6 ou 8 ou plus, enfin bref. Et effectivement, cette variation de situation, elle est pas toujours identifiée, ou elle est mal identifiée par la Caisse d'allocation familiale. Mais malheureusement, on essaye de creuser, à savoir si on peut disposer d'un autre paramètre dont disposerait la Caisse d'allocation familiale. Mais malheureusement, ça fait partie des particularités difficiles à surmonter, difficiles à traiter. Merci. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je voudrais te remercier encore, Fabrice. Alain, je te laisse peut-être la parole pour conclure de ton côté. Alors, bien évidemment, toujours avec Fabrice, on en apprend beaucoup. On pourrait passer des heures et des heures à l'écouter. C'est tellement passionnant. En tout cas, merci à IVEO, merci au syndicat de l'eau du Dunkerquois, Fabrice, bien évidemment, et puis à celles et ceux qui nous ont suivis. Il y aura un replay, il y aura un replay côté IVEO, il y aura un replay côté Mission Écoter et IVEO Mission Écoter. Voilà, l'eau, on le sait, on l'a vu, est au cœur de notre société moderne. Elle soutient la vie, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, tout en symbolisant un bien commun essentiel à préserver. Sa gestion responsable est aujourd'hui un enjeu majeur face aux défis climatiques et à la croissance des besoins humains. Voilà, j'espère qu'on renouvellera cette expérience parce qu'elle est, de mon point de vue, à renouveler. Voilà pour la Mission Écoter. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Merci Alain, merci Fabrice, bonne fin de journée à tous, et en effet on va essayer de retrouver d'autres sujets communs à aborder, puis la présentation nous sera disponible, les coordonnées de Fabrice aussi. Merci Fabrice pour vraiment ton partage de connaissances et d'expérience, vraiment apprécié, puis pour ta disponibilité.
Merci à tous. vous. Au revoir. Au revoir.